pour l'introduire de façon assez rapide, avant de vous passer la parole, dans l'ordre que vous voulez, je ne sais pas si vous avez compris. Cyril va commencer. Cyril commencera, d'accord. Voilà, je pense qu'il sera utile que l'un de vous deux nous donne une définition de ce qu'est la santé, parce qu'on parle bien de santé, et parfois on a tendance à dire que la santé c'est le contraire de la maladie, ce qui n'est pas du tout le cas, mais de cela nous en discuterons largement ce soir. Quelques chiffres qui sont ceux de l'OCDE, de l'OMS et des différents organismes qui mesurent en quelque sorte, comme l'INSEE, les phénomènes sociaux. Il faut savoir que l'espérance de vie du décile de la population le plus modeste, des plus pauvres ou des moins riches, selon comment on se positionne, est de 13 ans inférieure, l'espérance de vie, au décile des Français les plus riches. Donc vous voyez que déjà on peut se poser la question pourquoi, comment cela se fait-il? Est-ce qu'il n'y a pas là une forme d'injustice, même si j'imagine très bien que vous arrivez à vous faire déjà un début de réponse à cette question. Le coût de la santé aussi est un élément important pour aborder ce sujet, puisque pour les Français les plus modestes, la santé représente un coût de 10% de leur revenu annuel ou mensuel, peu importe. Les 10% des revenus des Français les plus modestes est affecté aux dépenses de santé, quand ces dépenses de santé ne représentent pour les plus riches, qui bien évidemment ayant tellement de moyens et ne nécessitant pas davantage de soins, ne représentent que 3%. Donc vous voyez, on peut dire que pratiquement le coût de la santé pour les Français les plus modestes est 3 fois supérieur à celui des Français les plus riches. Il y a environ une personne sur 5 dans notre pays qui n'a pas de généraliste attitré. Alors pourquoi? C'est dû à différents phénomènes, là aussi vous aurez des débuts de réponse, mais il se trouve qu'aujourd'hui le manque de médecins fait que quand vous arrivez, vous êtes un jeune majeur qui a traversé la France pour aller faire des études à l'autre bout de la France, vous avez besoin d'un médecin généraliste, vous n'allez pas prendre celui de votre domicile de départ. Eh bien, la plupart des médecins généralistes sont déjà tellement occupés qu'ils ne peuvent pas se permettre de prendre de nouveaux patients. Donc voilà encore un dysfonctionnement en quelque sorte par rapport au droit à la santé et à l'accès aux soins. Pour ceux qui ont suivi un petit peu les débats parlementaires, vous avez vu qu'il y a eu le vote de la loi Asile et Immigration et l'ensemble des partis de droite s'est accordé pour dire que les personnes en situation de migration dans notre pays, ou en attente de titre de séjour, ou ayant même un titre de séjour, ne devaient pas, de leur point de vue, bénéficier de l'aide médicale. Et ça, c'est quand même quelque chose aussi qui doit nous interpeller sur le plan philosophique, parce que ça veut dire qu'il y a un certain nombre de Français qui considèrent qu'on peut cohabiter dans le même pays, dans le même espace, finalement, avec des gens dont on ne veut pas qu'ils soient soignés dans notre pays. C'est quand même extraordinaire, ça devrait aussi indigner beaucoup d'entre nous. Un certain nombre de Français renoncent également aux soins, pour des raisons de coût, essentiellement, ou pour des raisons de parcours de santé qui sont tellement sophistiqués aujourd'hui que finalement, ils préfèrent continuer à subir, par exemple, une infection, plutôt en pensant qu'elle va disparaître d'elle-même ou qu'ils vont s'y accoutumer, plutôt que d'aller se faire soigner. Alors, lorsqu'il s'agit d'un problème somatique lié, je sais pas, à un fonctionnement, à quelque chose de fonctionnel, des tendons, des muscles, etc., bon, ça ne concerne que la personne, mais lorsqu'il s'agit de maladies contagieuses, par exemple, on peut comprendre à quel point, finalement, ce comportement peut être délétère pour l'ensemble de la société, comme il l'est lorsque l'on refuse de soigner des personnes dont on considère qu'elles ne doivent pas avoir accès aux soins. Voilà, ce soir nous ne parlerons pas des maladies mentales, mais ce sera peut-être l'occasion au jour d'une autre réunion publique, parce que c'est un sujet extrêmement grave aujourd'hui en France. J'ai eu l'occasion de rencontrer le personnel du centre hospitalier spécialisé de Bassins, et malgré l'extrême bonne volonté de l'ensemble du personnel, eh bien, ils sont à l'os, comme l'est le reste du système de santé, mais avec des effets qui s'avèrent également extrêmement négatifs sur la société, puisque pour celles et ceux qui s'intéressent par exemple à l'univers carcéral, on a entre 15 et 30%
des détenus qui souffrent tellement de problèmes psychiatriques et psychologiques qu'ils nécessiteraient davantage des soins dans ce domaine plutôt qu'une incarcération. Et on l'a vu par exemple dans notre département où la prison d'Éton, depuis le début de l'année, a connu 2 meurtres entre co-détenus parce que l'agresseur était dans un état mental tellement dégradé qu'il s'est livré à des actes criminels sur son co-détenu, puisque vous le savez aussi, la surpopulation carcérale amène les établissements pénitentiaires à surcharger les cellules. Voilà, bien évidemment, toutes et tous, vous avez fait l'expérience également des temps d'attente pour obtenir un rendez-vous, essentiellement chez les spécialistes, qu'il s'agisse de cardiologie, de gynécologie, de dermatologie, et ça, nos spécialistes et nos professionnels nous en parleront davantage. Voilà, pour dresser un petit peu le paysage de la santé en France, et vous dire que le député que je suis, la profession la plus représentative, la plus représentée dans les rencontres que j'ai pu avoir à la permanence, à leur demande ou à la nôtre, c'est les professionnels de santé. C'est ceux qui sont dans le plus grand désarroi face à la façon dont les services publics évoluent dans notre pays, puisque les services publics sont financés avec de l'argent public, mais l'argent public aujourd'hui, finalement, il est quasiment davantage affecté à satisfaire à la rente actionnariale plutôt qu'à servir l'intérêt général et le bien commun. Donc ça aussi, ce sera une autre discussion lors d'une autre réunion publique. Et nous accueillons Fabienne Graet. Bonsoir Fabienne. Et voilà, on a réussi à faire tenir un petit peu la présentation de notre soirée. Mais c'est tout à votre honneur. Elle est en retard parce qu'elle était au travail. Oui, oui. Voilà. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Cyril qui va initier ces discussions. Je sors mon portable, c'est juste pour regarder l'heure. Ah, c'est on a une vingtaine de minutes. C'est pour ne pas être trop. Vous avez chacun une vingtaine de minutes. D'accord. Après, on fera des questions-réponses si ça vous convient comme ça. Très bien. 20 minutes, ça fait 1 heure. Ah bah oui, mais Très bien, très bien. le Savoyard est patient. Il vient de le prouver déjà. Bonjour à tout le monde. Donc moi, je suis Cyril Venet, je suis responsable d'un service de soins intensifs à l'hôpital de Voiron qui est fusionné avec le CHU de Grenoble désormais. Et ça, c'est pas un détail. Et je me présente souvent dans les réunions publiques. Maintenant, j'ai mis longtemps avant de faire ça, mais maintenant je me présente comme un militant ouvrier. Alors les gens, souvent, c'est pour couper court à la discussion. Oui, mais c'est que les médecins, ils en parlent à leur aise. Eux, ils sont bien payés, ils donnent des ordres à l'hôpital, et pendant que tout le monde patale à l'hôpital, eux, ils sont plutôt des patrons que des ouvriers. Je veux relativiser ça d'abord et dire que donc je vais parler de 3 trucs: les urgences, parce que c'est quand même le thème de la soirée, la sécurité sociale et quand même je ne peux pas faire une réunion publique en ce moment sans parler de la guerre. Et je vais essayer de faire un lien entre tout ça. Donc, pour répondre à la question sur les... Je vais dire, et je m'en excuse d'avance, je vais dire des trucs un peu que vous n'avez peut-être pas tellement l'habitude d'entendre. Parce que il y a tellement de... Il y a un flot permanent de contre-information, il y a un flot permanent de confusion, il y a un flot permanent même de caca, je veux le dire comme ça, qui est déversé. Et donc je vais essayer de dire des trucs, mais je vous invite à poser des questions après s'il y a des choses qui vous paraissent bizarres. Le premier truc, je cite un collègue urgentiste, qui me dit là on en est arrivé à un point où il y a des urgences à peu près partout, sauf aux urgences. Ah ouais, parce que les trucs vraiment urgents, soit ils sont à la maison et ils sont déjà morts, soit ils sont passés par une autre filière, directement en cardio, directement au déchocage et tout ça. Il y a un tel niveau d'embouteillage aux urgences que en fait les urgences elles sont ailleurs.
On n'est plus en mesure de faire vraiment, de traiter les urgences aux urgences. Et les urgentistes, ils te disent souvent, en fait, on ne peut plus faire notre boulot. L'exercice du métier de médecin qui est à la porte n'est plus possible. Tu fais tout sauf des urgences. Tu fais beaucoup de psychiatrie, tu fais beaucoup de gériatrie, qui ne trouvent pas de place et tout ça. Je vais quand même faire un tour par la psychiatrie, parce que j'ai rencontré la secrétaire de l'Union départementale FO du Puy-de-Dôme, qui est allée voir pour la première fois de sa carrière les gens de la pénitentiaire, qui étaient en grève là, suite aux événements dramatiques. Elle a discuté avec le secrétaire du syndicat des fonctionnaires de la pénitentiaire. Il lui a dit, c'est pas compliqué, j'ai un tiers donc c'est bien ce que tu disais, j'ai un tiers des prisonniers chez moi qui relèvent de l'hôpital psychiatrique, qui ne relèvent pas du tout de la prison. Donc déjà, ça réglerait les histoires de suraffectifs et tout, donc il lui dit ça. Aux urgences de Grenoble, il y a des malades qui sont là depuis 10 jours, 5 jours, oui c'est ça, il y a à peu près c'est un tiers ou un quart de l'effectif, c'est des malades qui devraient être hospitalisés en psychiatrie, mais comment c'est pour les mettre, on les garde aux urgences. Voilà. Donc, le fait de dire on va traiter les urgences dans les 2 heures, je trouve que c'est pas mal comme slogan, parce que ça oblige à se poser des questions. Comment on sort de là? Comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé à ce que Carrefour soit ouvert le dimanche, mais pas les urgences? Comment on en est arrivé au fait que la nuit, tu as la moitié des services d'urgence, d'accueil d'urgence de ce pays qui sont pas ouverts toutes les nuits. Et tu en as un quart qui sont pas ouverts, plus ouverts après 20h. Parce qu'il n'y a pas la garde. Il y a régulièrement dans la presse, c'est dans le tract d'invitation, des drames à la porte de l'hôpital, il y a eu Carex, Toulon, l'Allemand qui est mort, ça on leur a fait. Mais c'est l'écume des choses, hein, parce qu'on n'en parle pas. Moi j'ai évalué, avec quelques collègues, à 12 500 patients qui passent plus que 24 heures aux urgences par jour, enfin qui sont là avant minuit, qui sont encore là à 8 heures du matin, et en France entière par jour, 12 500. Et on sait, ça a été publié dans plusieurs articles des revues internationales avec comité de lecture, ça c'est très scientifique, on sait que ces gens-là, ils ont un taux de mortalité très élevé, genre 50 ou 60% plus que les patients moyens aux urgences. Donc ça donne une idée de l'état de barbarie dans lequel on est arrivé. Et aucun d'entre nous, en 2017, j'espère que Fabienne ne me contredira pas, aucun d'entre nous n'imaginait ça, n'imaginait qu'on en est arrivé à ce point-là. En 2017, il y a eu une lettre intersyndicale à Buzyn, parce qu'il y avait eu un espèce d'espoir. Beaucoup dans les blouses blanches, beaucoup dans les médecins avaient voté pour Macron en 2017 en se disant bon, peut-être qu'il va nous sortir de cette descente aux enfers qu'on voyait arriver depuis déjà une vingtaine d'années. Hein. On voyait les lits fermés, on voyait... Donc, pour répondre à la question, Daniel n'est pas là pour m'entendre, c'est dommage parce que la dernière fois on a fait une réunion comme ça à Grenoble et il a dit mais t'as pas assez expliqué comment on en est arrivé là. À la question comment on en est arrivé là, j'ai envie de dire encore un truc brutal, parce qu'on a décidé d'en arriver là. Et je vais juste essayer de démontrer ce que je viens d'affirmer. C'est-à-dire que déjà, en 1971, il y avait 50 000 étudiants en médecine en deuxième année, dans une France de 47 millions d'habitants. Aujourd'hui, on en forme 10 000. Allez, ils disent qu'ils ont augmenté 12 000. C'est vrai, ils ont augmenté, ils sont passés de 10 000 à 12 000. Dans une France de 67 millions d'habitants. Avec plein de jeunes collègues qui vont en Roumanie, en Italie, en Espagne pour apprendre la médecine. Tout, on recale plein de gens qui feraient d'excellents médecins. Parce qu'il y a une volonté acharnée de diminuer l'accès aux soins. Et ça c'est important de le comprendre, je n'ai pas le temps de trop développer, mais ça n'a qu'un seul but, c'est de détourner l'argent de la sécurité sociale. Parce qu'il y a un vieux deal historique depuis 1945, qui est de dire, on prend une partie du salaire, c'est les salariés et les représentants des salariés qui gèrent toute cette masse d'argent qui est supérieure au budget de l'État, pour se soigner. C'est contre ce deal, cet accord-là, c'est contre cet accord-là qu'on a négocié
que la France en arme les résistants et rendre les armes. Vous rendez les armes et on vous soignera. Ça s'est passé comme ça. Hein. J'exagère à peine. Et donc, tout cet argent énorme, ça marche pour soigner les gens. Et Ambroise Croizat a fait un magnifique discours en disant, messieurs les dames, les médecins, à l'époque il y avait des messieurs dans le truc. On était en 1945. Messieurs les médecins, vous n'aurez rien à craindre de nous. Ce que vous prescrirez, on le remboursera. Et ça marche comme ça, c'est-à-dire qu'on donne aux médecins cette indépendance, et la classe ouvrière dans son ensemble, et tous les gens qui ont besoin de se faire soigner, tous les malades, ont intérêt à ce que le médecin soit indépendant. Et que ce soit lui, et non l'État, ou non une puissance autre, ou une puissance économique, ou quelque chose, qui décide ce dont tu as besoin pour guérir ou pour être soigné. Je laisserai Bernard développer plus sur l'état de santé, ce que c'est que la santé, tout ça. Parce que, effectivement, la santé, c'est un truc compliqué. Là, je parle essentiellement de ceux qui ont perdu l'état de santé. Pour être en bonne santé, en gros, il faut faire de la prévention. Il faut respirer comme il faut. Il faut marcher, il faut lire des livres. Ça te maintient en bonne santé. Mais à un moment donné, dans ta vie, tu peux être malade. Et c'est là que tu as besoin éventuellement d'aller aux urgences. Et en ayant bien conscience que les urgences... Donc là, oui, j'étais sur la démonstration de la décision. Pourquoi on a décidé de faire ça? Donc il y a le numerus clausus. Ensuite, on a décidé de piquer, de détourner l'argent de la sécurité sociale. Je donnerai un exemple là-dessus. Et puis on a décidé d'entraver les médecins, d'étatiser la sécurité sociale. C'est l'application du plan Juppé, hein, ça. Avant, on ne votait pas. Maintenant, on parle toujours du financement de la sécurité sociale, de la loi de financement, du budget de la sécurité sociale. Ça date de 96. Hein. Avant, même le temps de l'appliquer, ça date de la première fois, je crois que c'est en 98. Là, avant, on votait pas, le Parlement ne votait pas de budget de la sécurité sociale. Donc l'histoire des enveloppes fermées, incompressibles et tout ça, avec tous les mécanismes de fou, dont la T2A, mais qui n'est qu'une clé de répartition parmi d'autres, tous les mécanismes qui font qu'on va rester dans l'enveloppe et tout ça s'est développé petit à petit. Et on a détourné les budgets du rôle de soins, premier, et puis ça suffisait encore pas. Il y avait des résistances, tout ça, ça suffisait pas à mettre le système à genoux. Et Sarkozy, alors je ne sais plus exactement en quelle année, mais on tape Sarkozy, discours de Bordeaux, on retrouve la référence. Il explique qu'on a un problème, on a deux problèmes avec l'hôpital. C'est que les patients rentrent par les urgences et que les médecins font ce qu'ils veulent. En fait, c'est pas ça le problème, c'est au contraire la solution. C'est bien ça, que les patients rentrent par les urgences et que les médecins fassent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire indépendance de la décision de soigner. Et donc, ils ont réglé le problème. Ils ont fermé l'accès. Maintenant, il faut que tu appelles le 15 et tout ça, et tu peux même plus rentrer aux urgences, tu sais que tu vas attendre 6 heures et tout. Donc, ils ont fermé de fait l'accès facile aux urgences, et ils ont, par la loi HPST de 2008, ils ont mis l'hôpital sous pouvoir administratif total, avec une caporalisation du corps médical, qui est devenu des autres qui sont en train de devenir, alors heureusement il y en a qui résistent, hein, mais globalement ils sont en train de devenir des officiers de santé. À l'hôpital on a fait des pôles, avec des raisonnements budgétaires et tout ça, parce que le directeur de l'hôpital, pour asseoir son pouvoir, il préfère discuter avec une dizaine de chefs de pôle qu'avec une centaine de chefs de service. Parce que les chefs de service en général, ceux qui ne sont pas complètement devenus fous, ils demandent des moyens pour leur service, et ça c'est insupportable. Donc voilà un petit peu en quelques mots comment on en est arrivé là. J'avais dit que j'illustrais par un truc de budget. En 2015-2016, j'avais été amené à avoir cette discussion. On me disait on ne peut pas embaucher à l'hôpital parce qu'on a 1 milliard, rendez-vous compte, 1 milliard de déficit sur les hôpitaux cumulés, 1 milliard de déficit cumulé, 1,5 milliard même si ça se trouve. Aujourd'hui, c'est peanuts, c'est par milliards que les... Alors, je parle même pas, ça a été dit dans la réunion à Grenoble, de tous les milliards dont les grandes entreprises ont été exonérées de cotisations de la sécurité sociale. Cotisations qui sont du salaire différé, c'est le brut, tout ça, c'est du salaire, hein, normalement. Ils ont été exonérés de cette partie-là, donc sinon ça marcherait super, il n'y a aucun problème.
Donc 1 milliard de déficit. On a dépensé, on a filé au labo privé 1 milliard juste sur le mois de décembre 2020 pour les écouvillons, les tests Covid. On a donné 1 milliard rien que pour ça, alors que tout le monde sait que ça ne servait à rien à ce moment-là. Je ne dis pas que ça ne sert à rien en général. Un test biologique, ça peut servir s'il y a une analyse pré-test, une analyse post-test. Ça ne sert à rien si c'est les patients qui, angoissés, vont se mettre des écouvillons dans le nez, jusqu'à 4 par jour, 8 par jour certains, parce qu'ils ont peur parce qu'on leur a asséné qu'on allait mourir tous du virus. Donc on est capable de dépenser des milliards comme ça en biotechnologie, en technotrucs, en intelligence artificielle, des trucs qui ne servent à rien, d'essayer de mettre des cabines téléphoniques dans les gares. Enfin, ils ont plein d'idées pour dépenser de l'argent, mais à condition que ce ne soit pas pour le soin et à condition que ce ne soit pas les médecins qui décident de prescrire. Parce que là, ça coûte trop cher un médecin. Ils font des calculs, je vous passe les détails, mais on ne peut plus. Et ils essaient de construire un hôpital sans médecin. Ils imaginent ça. Donc on a un problème. Et alors maintenant, comment... j'espère que j'ai pas... encore 5 minutes. Et donc, comment on... Bon, moi, je pense que les médecins particulièrement ont une responsabilité, parce que particulièrement, ils sont les mieux placés pour mesurer la quantité et la qualité de cette catastrophe-là. Ils sont censés chercher, ils sont censés voir ça. Et il n'y a pas beaucoup d'autres personnes, bon, il y a quelques épidémiologistes qui peuvent le faire, mais voir tous ces morts, tous ces malades indus, tout ça, tous ces abandons de soins. Et voilà, la situation est vraiment très terrible. Comment on pourrait, parce que là je plombe un peu l'ambiance, comment on peut espérer sortir de là? Et moi c'est pour ça que je suis là, parce que je suis pas, si je suis un militant ouvrier de longue date, je suis pas un grand fan des élections politiques en général. Mais je suis là pour soutenir l'élection de Daniel, qui doit être en panne dans le service public du transport. Il arrive. Ouais, c'est vrai, il arrive. Je suis là pour soutenir sa candidature, je vais voter aux européennes. Non pas parce que je m'illusionne une seule seconde sur le fait que le Parlement européen va nous aider, même s'il y a beaucoup de France Insoumise dedans. Mais parce qu'il y a une force politique à construire qui soit capable de proposer un autre modèle. Et c'est le seul point, c'est la seule organisation politique qui, même du bout des lèvres des fois, même des fois pas suffisamment à mon goût, mais dire on va faire autrement. Et faire autrement, ben, comment tu veux faire autrement? Déjà, le peuple de France arrivait à avoir suffisamment d'organisation de force pour porter ses propres candidats, on va dire ça comme ça, au pouvoir, le programme sur les questions de la sécurité sociale et de la construction des hôpitaux, de l'amont, qui est la médecine libérale, la médecine de cabinet, j'aime bien appeler ça comme ça, par opposition, qui est très importante, on n'en a pas suffisamment parlé, mais tout l'amont de l'hôpital, tout ce que font les médecins de cabinet, et tout l'aval des urgences, c'est-à-dire le nombre de lits, parce qu'on a fermé 200 000 lits en 30 ans, là. Donc maintenant, là, on vous a raconté encore des mensonges, on vous a raconté, oui, le virage ambulatoire, oui, les nouvelles technologies, oui, l'amélioration des techniques médicales. Bah, tu améliores tout ce que tu veux, d'intelligence, tout ce que tu veux, mais les patients, ils sont sur des brancards d'urgence. Hein. Et ça les fait mourir, de rester trop longtemps. Donc comment on ferait pour... le programme, il est assez facile. Hein. Tu défais exactement dans le même ordre, chronologique dans l'autre sens, tout ce qu'ils ont fait depuis 30 ans. Mais je rigole pas, hein. C'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire que l'ARS, Delenda Est, les ordonnances Juppé, qui n'ont jamais été ratifiées, à dégager. La loi HPST, poubelle. On repart, comment 40. Mais ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts, mais ça peut se déconstruire progressivement et tout ça. Donc comment on en est arrivé là? J'ai essayé de répondre un peu. Comment on pourrait faire autrement? Il y a plein de possibilités. Enfin, il y a un programme tout simple. Et puis je voudrais juste finir en conclusion, en faisant un petit détour par la situation à Gaza, parce que j'ai été hier convoqué au Conseil de l'Ordre de la Savoie pour répondre
plainte de l'AMIF, Association des médecins israéliens de France, je fais un peu de pub, qui considère que le tract que mon organisation syndicale avait publié le 19 octobre, qui disait on ne supporterait pas pour des animaux ce qu'on est en train d'organiser pour les populations gazaouis, cesser le feu pour les peuples d'Israël et de Palestine. Voilà, en gros, je vous résume. Et donc parce qu'on s'était ému qu'il y ait eu un bombardement sur un hôpital. Donc la partie adverse a dit vous avez parlé de bombardement, vous stigmatisez Israël en disant ça, c'était pas un bombardement, c'était une explosion. Parce qu'ils argumentent que le 14 octobre, puisque nous notre tract date du 19 octobre, donc ils faisaient référence à cette histoire du 14 octobre, ils en font une affaire très historique. Ils disent le 14 octobre, c'est le djihad islamique qui a fait péter des trucs sur le parking de l'hôpital Shifa, ce que vous racontez c'est n'importe quoi, vous êtes de parti pris et tout ça. Deuxième argument, oui, vous dites que c'est des animaux, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est l'avocat qui disait ça. Et puis il y a le président, qui n'était pas là la première fois, parce qu'il y a eu une première conciliation, enfin je vous passe les détails. Il y a une pression qui est faite sur mon syndicat, et en particulier sur moi, puisque le président il a dit oui, Cyril venait, j'ai tapé sur Google, on voit qu'il a une obsession pour défendre la Palestine. Et en fait, moi, je n'ai aucune obsession. Mon histoire le prouve. J'ai à peine où c'est la Palestine. Mais j'ai été quand même alerté par des confrères qui étaient là-bas au mois d'octobre et qui te racontent des trucs affreux. Ah, je ne vais pas le dire là ce soir, mais c'est abominable. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, nous, on a jugé utile, comme médecin en France, de prendre cette position. Et donc il y a cette chape de plomb qui nous empêche de dire juste cessez le feu, hein. On n'a pas dit quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, on n'est pas attaqué au pénal, ni rien, pour apologie de je sais pas quoi. Et on n'est même pas, nous, on n'est même pas pro-palestinien, on n'est ni pro-personne. On a juste dit, à partir du moment où tu donnes des ordres d'évacuation dans l'hôpital, tu mets les soignants devant un truc horrible. Donc, comme syndicaliste français, ça nous a paru intelligent de dire ça. Donc il y a toutes ces... Bon, le Conseil de l'ordre je ne suis pas censé normalement raconter trop ça dans les détails, mais le Conseil de l'ordre de Savoie, il y avait 2 médecins de l'hôpital et le président du Conseil de l'ordre. Au bout de 3h15 de cette discussion, ils ont commencé à trouver que c'était abusé. Ils ont commencé à se dire qu'à être plutôt solidaires avec nous. Donc ça, c'était quand même intéressant. Parce que, et je vais conclure comme ça, parce que dans la conférence de Grenoble, il y a une dame qui a posé la question, mais vous dites que vous avez appelé à voter Mélenchon, on a fait un appel de 80 médecins dont l'essentiel est dans la région, à voter pour Mélenchon en 2022. Est-ce qu'il y a beaucoup de médecins qui pensent comme vous, quoi, qui racontent ce que vous racontez? Donc, ma réponse est oui. Je ne pense pas que 50% des médecins français vont voter pour la liste LFI aux européennes. Encore que j'en sais rien. Mais globalement, ce qu'on dit, il y a une majorité de médecins qui est d'accord avec. Ça demande beaucoup de discussions. Ça demande énormément de discussions. Mais au bout du compte, peu ou prou, les médecins, ils ont chevillé au corps cette histoire de serment d'Hippocrate. Et ils ont chevillé au corps le respect de leur indépendance. Et ils voient d'un mauvais œil qu'on leur fasse faire une médecine d'État. Comme on a vu, la médecine d'État, on a vu ce que ça donne pendant le Covid. C'est-à-dire, non, vous laissez crever les gens dans les EHPAD, il n'est pas question de leur donner autre chose qu'un Doliprane. Et toute cette médecine, et puis il y a plein d'exemples, et toute cette médecine sous carcan, qui a pour but essentiellement d'accepter de ne pas soigner. Il y a même un comité d'éthique national qui trempe là-dedans en disant on va prendre il y a l'éthique de conviction, puis il y a l'éthique de responsabilité. Et l'éthique de responsabilité, c'est de dire d'accepter de ne pas soigner quelqu'un dont on pense que ça coûtera un peu cher de trop le soigner. Et donc, depuis je me suis perdu dans mon truc. Oui, donc du coup, cette histoire de prise de position contre la guerre à Gaza, je fais un lien parce que c'est les mêmes personnes, on va dire en France Macron, parce que c'est pas le tout de dire cessez le feu. Il faut aussi s'en prendre à son gouvernement qui soutient le truc. Ils soutiennent ça avec la même absence de vergogne qui te ferme les urgences, qui te laisse crever la bouche ouverte en France. Donc je les accuse
d'être sans vergogne et d'être capable de nous entraîner à la barbarie. Et donc c'est là que nous, on prend toute notre, comme LFI, qu'on prend toute notre importance. C'est-à-dire qu'on est le seul espoir, enfin moi c'est mon seul espoir, de pouvoir continuer à faire mon boulot, c'est qu'on change de direction. Et je ne vois pas d'autre solution pour changer de direction que voter pour LFI, à l'heure qu'il est. Voilà. Oui, donc, voilà, ça marche. Bonsoir Daniel, et bien voilà, après une journée tumultueuse, très riche, nous revoilà parmi nous, peut-être pas trop longtemps parce qu'il y a encore plein de réunions, de meetings, et de... Voilà, tu veux dire un petit bonsoir peut-être? Je veux surtout m'excuser d'être en retard comme ça, mais le meeting à Paris a un petit peu débordé. Il y en a qui ont un peu dépassé leur temps prévu de parole, ce qui fait que mon train de 17h, heureusement l'organisation en avait pris à 17h52 en se trompant, ce qui fait que j'ai pris le suivant. Voilà. Donc, excusez-moi, je vais surtout vous écouter parce que comme je n'ai pas entendu le début, je vais être dans la voiture, je n'ai pas réussi à capter le débat. Voilà. Donc, je vous laisse continuer et puis je reprendrai la parole après peut-être. Eh bien, c'est Bernard ou Fabienne, pardon, Oui. Fabienne, parler des urgences et puis de ta vision de la santé en France. Merci, donc bonsoir à tout le monde. Donc moi je m'appelle Fabienne Gray, je suis responsable d'un service d'hôpital de jour à l'hôpital d'Albertville. Je suis urgentiste de formation, donc j'ai fait 23 ans d'urgence. Là j'en viens des urgences d'ailleurs, je continue à faire des gardes aux urgences. Et en fait, je viens à la demande de Daniel pour répondre un petit peu aux questions sur le fonctionnement, parce que le fonctionnement des urgences, ça pose énormément de questions à tout le monde, puisque tout le monde est touché par l'attente qu'on peut avoir de l'urgence, et touché également par le fait de ne pas avoir la réponse attendue, je pense. Quand on arrive aux urgences et qu'on a besoin de se faire soigner, on attend de pouvoir se faire soigner. Donc voilà, je voulais vous expliquer simplement un service d'urgence. Moi j'ai l'expérience de l'urgence sur Albertville par exemple. Le service d'urgence c'est fait pour accueillir les gens. Donc il y a des entrées par les ambulances, il y a des entrées piétonnes. On accueille tout ce monde-là, on les traite par degré d'urgence. Et une fois qu'elles sont traitées, donc soit les gens sont capables de rentrer chez eux, soit ils ont besoin d'être hospitalisés. Concernant l'hospitalisation, on a un énorme problème, et le problème il est national. C'est que entre 2009 et 2022, il y a plus de 70 000 lits d'hospitalisation qui ont été supprimés sur le territoire national. Donc les hôpitaux actuellement n'ont plus la possibilité de pouvoir hospitaliser les patients qui arrivent aux urgences et qui ont un vrai problème médical qui nécessite d'être hospitalisés. Donc les équipes soignantes, quand elles arrivent le matin pour prendre leur garde à la journée, plutôt que d'être là comme prévu pour gérer un flux de gens qui arrivent, ils arrivent, on les soigne, on traite leurs problèmes et puis après on voit, et bien la première chose qu'on fait en arrivant le matin, c'est de gérer les patients qui sont restés hospitalisés aux urgences, qui sont en fait dans un service d'hospitalisation mais aux urgences, au lieu d'être dans un service d'hospitalisation d'aval, comme ça devrait être normalement. Donc c'est très problématique pour tout le monde. Premièrement pour les patients, parce que les patients, le système il n'est pas prévu à la base pour qu'ils restent une demi-journée, enfin pour qu'ils restent plus de 12 heures ou voire même plusieurs jours sur un brancard. Nous à Albertville, quand on sait qu'ils vont rester longtemps, on arrive à trouver des lits pour qu'ils soient dans des lits et pas sur les brancards. Mais il y a plein d'hôpitaux où c'est pas forcément possible. Je pense à Grenoble notamment, je crois que c'est un petit peu pire. Et voilà, donc en fait, quand c'est des gens qui sont hospitalisés aux urgences, qui nécessitent d'être hospitalisés, donc on ne peut pas se dire, ils sont dans un lit, c'est bon, on n'a plus rien à faire. Non, il y a des choses à faire pour eux aussi. Donc en fait, l'équipe soignante
qui est dimensionnée pour recevoir un flux et gérer ce flux. En fait, elle gère et ce flux, plus l'hospitalisation des gens qui sont arrivés la veille ou l'avant-veille et qui ont besoin de soins à l'hôpital. Donc, les gens qui arrivent aux urgences, ils arrivent sur des équipes soignantes qui sont déjà débordées de toutes parts, quoi. Donc voilà, ça c'est une des explications. Ça c'est une des explications de pourquoi on attend de plus en plus aux urgences. C'est parce qu'on n'a pas de lit d'hospitalisation d'aval. Et ça, la suppression des lits d'aval, ça résulte bien, des différentes lois, des différents gouvernements successifs, en partant de Juppé, effectivement, en passant par Sarkozy et tous les autres qui ont tous suivi dans le même sens. Donc, pour moi, une des solutions à ce problème-là, c'est de recréer des lits d'hospitalisation. Il faut voir aussi que il y a une autre chose aussi qui intervient dans ce problème-là. Je vais donner un exemple tout bête. En fait, M. Macron, quand il a été élu en 2017, il a dit baisse de la masse salariale du service public. Donc ça passe par le fait que les gens qui partent à la retraite ne sont pas remplacés. Que si on a besoin d'embaucher des infirmières, des aides-soignantes, on ne le fait surtout pas, parce qu'en plus, je crois que les directeurs d'hôpitaux touchent une prime quand ils baissent la masse salariale, quand ils ne l'augmentent pas tout au moins. Et donc, les équipes soignantes se sont retrouvées dans des situations telles d'être complètement débordées, de ne pas pouvoir faire les soins tels qu'on est supposé les faire, que ça a entraîné une fuite des soignants de l'hôpital. C'est-à-dire les infirmières, les aides-soignants qui changent de métier carrément, ou bien qui partent faire du libéral, mais qui quittent l'hôpital, quoi qu'il arrive, parce qu'elles ont la sensation de ne pas faire correctement leur travail et qu'on ne leur donne pas les moyens de faire leur travail. Et ça leur est insupportable. Donc, étant donné qu'il y a cette fuite du personnel paramédical dans les hôpitaux, maintenant, je vois par exemple sur Albertville, actuellement, il y a une volonté de la direction de faire un peu marche arrière et de réouvrir les lits d'hospitalisation pour régler tous ces problèmes-là. En fait, ils ne trouvent pas de personnel paramédical qui veuille bien venir travailler à l'hôpital. Tellement les conditions ont été horribles, donc le personnel paramédical fuit l'hôpital. Donc on n'arrive plus à embaucher personne pour pouvoir réouvrir des lits d'hospitalisation et traiter ce problème, entre autres de stagnation et d'urgence, mais voilà. Et puis, comme disait Cyril, en fait, le problème de financement dans les hôpitaux, c'est vrai que c'est un vrai problème, quoi. On dit, enfin, l'hôpital, il a une enveloppe budgétaire, et puis on l'incite à faire des actes en disant, il y a une tarification à l'acte qui a été mise en place depuis des années. Donc cette tarification à l'acte, ça incite les hôpitaux à faire des actes. Quand les hôpitaux font ces actes-là, les actes ont une certaine valeur, donc l'hôpital touche de la sécurité sociale une certaine somme pour faire un acte médical. Et puis un beau jour, la sécurité sociale dit « Ah bah écoutez, cet acte-là qui valait 200 €, finalement ça vaut 50 ». Donc en fait, l'hôpital qui continue à payer son personnel médical, paramédical, le matériel pour pouvoir faire les actes, continue à travailler, mais à perdre parce que la sécurité sociale a décidé que les actes étaient dévalorisés. Et ça, c'est des choses qui interviennent en permanence, en fait, régulièrement. Et donc après, on nous explique qu'à l'hôpital, on n'est pas rentable et qu'on coûte cher et qu'on n'est pas rentable parce que l'hôpital travaille à perte. Sauf que le travail à perte de l'hôpital, il n'est pas dû aux soignants, il est dû aux lois de sécurité sociale qui passent régulièrement. Pour revenir au problème des urgences, donc moi je pense que une des solutions, ce serait de réouvrir des lits d'hospitalisation pour pouvoir hospitaliser les gens qui en ont besoin. Ce serait déjà un premier pas. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, on gère un flux, c'est-à-dire des gens qui arrivent de l'extérieur, donc aux urgences, et là on arrive à le problème de la médecine générale, où effectivement les médecins généralistes, on arrive sur le problème du numerus clausus, où en fait les généralistes ils sont tous déjà débordés, ils ne prennent plus de nouveaux patients, et les patients
ils n'ont pas le choix, quand ils ont un problème aigu, de venir aux urgences, parce que s'ils prennent rendez-vous avec leur médecin traitant, quand ils en ont un, le rendez-vous il est tellement décalé qu'ils ne peuvent pas régler leurs problèmes. On ne peut pas prévoir un mois à l'avance quand on est malade. Donc, quand on est malade le jour J, on ne peut pas avoir un rendez-vous chez son médecin traitant un mois après. Donc, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils viennent aux urgences, c'est normal. Donc, ça alimente encore le flux d'arrivée et donc le nombre de personnes qui attendent. Tout ça, c'est des problèmes qui se cumulent les uns aux autres. Donc voilà, ça c'est une vision de ce qu'on vit sur le terrain en fait tous les jours. Et du coup, voilà, je vous apporte ces précisions-là. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Ah, peut-être qu'il faut faire cette idée-là. Mais peut-être que nous pourrions poser des questions à la fin. Ou... Oui, si tu veux, pas de souci. Peut-être aussi, puisque Cyril, on est passé directement de la parole. Oui, oui, donc, bien sûr, on doit Bernard, notre éclairage tout à fait différent. Merci Fabienne, en tout cas, et puis les questions seront ensuite prises dans le public. À toi, Bernard. Excusez-moi de vous empêcher de poser des questions, mais gardez-les bien en mémoire pour pouvoir les poser ensuite. Je note qu'il y a de la censure. Comment? Je dis que je note qu'il y a de la censure. Non, c'est de l'organisation. Non, mais venez me le dire dans l'oreille, mais je ne vais pas. Donc moi je m'appelle Bernard Turpin, j'étais médecin généraliste, médecin de campagne. J'ai fait toute ma carrière professionnelle à Saint-Pierre-d'Albigny, pas très loin. Alors je suis bien évidemment retraité depuis plusieurs années, c'est pour ça que je ne vous parlerai pas de la situation actuelle de l'hôpital ni des urgences à l'hôpital, mais je vais essayer d'avoir un autre éclairage, parce que bien que n'ayant plus d'activité de médecin généraliste, je conserve quelques activités, et en particulier un petit peu dans le domaine de l'urgence, puisque j'appartiens à un groupe qui a pris en charge pendant la période récente les patients abandonnés pendant la période Covid, parce qu'il y a eu des gens abandonnés à ce moment-là, et nous formons un petit groupe de professionnels de santé, bénévoles bien sûr, sur la Savoie, pour répondre à ce besoin. Donc je reste encore un tout petit peu par ce biais-là en activité, mais surtout, je suis très sensible à l'impact de l'environnement sur la santé. Alors on vous a parlé, bien sûr, comme vous venez de le voir, de toutes ces personnes qui viennent à l'hôpital parce qu'ils sont malades, et l'outil santé n'est plus à la dimension de la réalité aujourd'hui. On a consciemment voulu le limiter, voire un petit peu le détruire. Mais on peut, en amont de tout ça, se poser la question, pourquoi une telle fragilité de la population? Pourquoi tant de malades? Alors, si ça ne vous dérange pas, si vous voulez bien, je ferai bien avant un petit test avec vous. Si vous êtes d'accord, sans du tout violer votre intimité. Ni le secret médical. Ni le secret médical. Je vais demander à ceux parmi vous qui ont quelque chose à voir avec le cancer pour eux-mêmes ou pour leurs proches de lever le doigt. Merci. Je vais demander à ceux parmi vous qui pour eux-mêmes ou pour leurs proches ont quelque chose à voir avec les maladies cardiovasculaires. Merci. Je vais demander à ceux parmi vous qui ont quelque chose à voir pour eux-mêmes ou pour leur entourage tout proche avec le diabète, de lever le doigt. Merci beaucoup. Maintenant, je vais demander à toutes les personnes qui ont levé le doigt au moins une fois de lever à nouveau le doigt. Et regardez-vous. Regardez-vous. Voilà. Simplement pour bien prendre conscience d'une réalité. Nous sommes en train de vivre depuis 30-40 ans une véritable épidémie de maladies chroniques. Il y a une augmentation considérable des pathologies. Et l'augmentation de la population, le vieillissement de la population, la génétique et
les conditions de dépistage ne suffisent absolument pas à expliquer cette augmentation quantitative. Les cancers ont augmenté de 50% dans les 20 dernières années. Pareil pour on vit plus vieux, ce n'est pas une explication. Le vieillissement, il y a beaucoup de gens jeunes qui ont des cancers et le cancer de l'enfant augmente de 1% par an. Comme je vous le dis, la courbe n'augmente pas en parallèle au vieillissement. Les maladies cardiovasculaires ont augmenté de 40% dans les 20 dernières années. Le diabète, l'obésité ont considérablement augmenté de 20 à 30%. Les maladies allergiques, les maladies neurologiques également. Il y a une épidémie silencieuse de maladies chroniques. Et franchement, beaucoup de personnes qui se pensent sur cette question-là pensent que ce sont, entre guillemets, des maladies de civilisation, comme on dit, mais en grande partie des maladies environnementales. Je vous renvoie aux chiffres de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Ce n'est pas des chiffres qui viennent de... peu importe, c'est des chiffres très officiels. Vous savez ce que c'est que les affections longue durée, les ALD. Ce sont des gens qui ont des pathologies chroniques. Vous savez, en médecine, il y a les maladies aiguës qui guérissent toutes seules. Oui, toutes seules. Et les maladies chroniques qui, elles, ne guérissent pas. Je veux dire, voilà. Quand je dis que les maladies aiguës guérissent toutes seules, c'est-à-dire qu'il y a un bon nombre qu'on pourrait laisser évoluer et qui vont guérir. On n'est pas toujours obligé d'avoir recours à tel ou tel pour guérir une maladie aiguë. Les maladies chroniques, si vous voulez, les ALD, en 1994, il y avait 3,5 millions de personnes qui avaient les ALD, ça représentait à l'époque 6% de la population. En 2011, ça représentait 15% de la population. Et aujourd'hui, en 2021, il y a 18% de la population française, c'est-à-dire 11 millions de personnes qui ont une affection longue durée. Vous voyez, dans cet intervalle de temps très court, la population a augmenté de 14%. Les pathologies en ALD ont augmenté de 140%. Je pense qu'il est très important de prendre en compte cette réalité. C'est un constat, ce n'est pas une déclaration incantatoire. Alors maintenant, pourquoi cette réalité nous envahit-elle aujourd'hui? Eh bien, je pense que les conditions environnementales qui sont les nôtres sont en grande partie responsables. Je ne vais pas parler, bien sûr, de l'ensemble des facteurs qui peuvent être déterminants, mais je voudrais juste vous dire une petite chose. Vous avez tous, pour que vous soyez bien persuadés, qu'il y a un mécanisme physiologique qui préside à cette réalité. Nous avons tous, dans nos cellules, un programme génétique. Ce programme génétique, il est fait d'un certain nombre de gènes, et ces gènes, ils s'expriment ou ils ne s'expriment pas. Pour qu'un gène s'exprime, c'est l'environnement et l'impact de l'environnement qui fait que tel ou tel gène s'exprime. C'est par ce mécanisme-là que je ne veux pas détailler plus, pour ne pas être trop compliqué, ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est par ce mécanisme-là que l'environnement a réellement un impact sur nos existences. Je crois qu'il faut être persuadé de cette réalité. Voilà. Et par rapport à tout ce qui peut polluer ou impacter notre état de santé, puisqu'on est dans le cadre d'élections européennes, je peux un petit peu parler des pesticides, entre autres. Pesticides qu'on nous avait tous dit dans le plan dédié à cet effet qu'on allait les diminuer, ce qui n'est pas du tout le cas. Eh bien, il est démontré, il y a des études internationales, une étude française qui s'appelle Agrican, une étude états-unienne qui s'appelle Agricultural Health Study, peu importe le nom, et une étude norvégienne. Toutes arrivent au même résultat pour montrer la toxicité réelle et non pas déclarative de ces produits sur nos états de santé, qui augmentent considérablement les cancers en particulier et les maladies cardiovasculaires. Ces éléments-là sont très importants pour déterminer l'état de santé actuel. Or,
si vous voulez, on laisse l'industrie agricole et l'industrie agroalimentaire nous inonder de produits toxiques qui sont néfastes pour notre santé. Et ces gens-là, ils continuent à travailler, à faire des bénéfices. Et nous, de notre côté, on rame pour accueillir les gens aux urgences, etc. On essaye de dépenser de l'argent pour soigner les gens qu'en amont, on a rendu malades. Je ne vous parle que des pesticides. Je pourrais vous parler des perturbateurs endocriniens, des perturbateurs hormonaux. Je pourrais vous parler de plein d'autres facteurs, si vous voulez, qui impactent et qui déclenchent nos maladies. D'ailleurs, à propos des pesticides, je vous rappelle quand même qu'il est officiel maintenant qu'il y a des maladies professionnelles induites par les pesticides. Le cancer de la prostate, le myélome, le Parkinson sont des maladies professionnelles. Ce qui montre bien que le lien, ce n'est pas une corrélation accidentelle, c'est un lien réel. Je crois qu'il faut être persuadé de ça. Quand je parle des pesticides, je pourrais aussi parler d'un élément très important, c'est les aliments ultra transformés. Dans les supermarchés, on a 70% de ce qu'on nous vend, puisque malheureusement, on s'approvisionne en grande partie socialement là-bas, qui sont des aliments ultra transformés. Qu'est-ce que c'est qu'un aliment ultra transformé? C'est un aliment dont on a détruit la matrice et on n'a pris que les nutriments. Et avec différents nutriments, on fabrique de nouveaux aliments. Plus les additifs, plus les arômes, plus tout ça. Franchement, ces réalités-là déclenchent et fabriquent chez nous des pathologies. Alors bien sûr, après, ça encombre les médecins, mais comme il y a le numerus clausus, ils ne peuvent pas tous s'occuper de vous ou de nous, et les urgences. Mais en amont, il faut bien avoir conscience que cette société fondée sur le profit et la technologie à tout prix et la consommation fabrique des réalités qui nous rendent malades. Je crois qu'il faut bien que vous ayez conscience de ça. Et quand on a parlé dans l'époque récente des gens qui étaient fragilisés par le Covid, etc., on a parlé de comorbidité. Ces pathologies chroniques, si vous voulez, fragilisent considérablement la société. Je crois que c'est cet éclairage-là, que je m'arrêterai là pour l'instant, que je voulais vous présenter et qui est en amont l'explication de toutes les pathologies qu'on rencontre aujourd'hui, d'une grande partie des pathologies qu'on rencontre aujourd'hui. Et si j'ai la parole tout à l'heure, je vous parlerai d'autres choses concernant les pandémies, le traité des pandémies et le règlement sanitaire international. Juste un instant, parce que si tu pouvais compléter sur ton expérience, puisque tu as quand même une expérience relative aux urgences, puisque tu as été administrateur de la DMR, et donc la question justement de ce qui s'est passé dans les EHPAD en lien avec les urgences, tu en as une expérience directe? Oui, enfin, nous, on a quand même essayé. Effectivement, j'étais pas mal investi pendant une douzaine d'années au sein de l'aide à domicile en milieu rural, puisque j'avais en charge l'association locale de Saint-Pierre-d'Albigny, 25 salariés, 200 bénéficiaires, et on avait au niveau fédéral la gestion de 3 EHPAD. C'est vrai que les gens ont énormément vu la façon dont a été gérée cette période. Si vous voulez, les gens ont beaucoup souffert puisque on s'est demandé dans certains cas même s'il fallait traiter les gens, quoi. Et je trouve que j'ai un peu de mal à parler de cette période Covid parce que si j'en parle, c'est pas le sujet de ce soir. À propos des urgences, je préfère parler de l'expérience que j'avais quand j'étais généraliste au niveau des urgences. Moi, j'étais médecin de campagne. On n'envoyait pas les gens à l'hôpital parce qu'ils avaient une entorse, parce qu'ils avaient une suture à faire, parce qu'ils avaient fait un malaise, parce que je ne sais trop quoi. On prenait en charge localement une grande partie de ce qui malheureusement aujourd'hui se retrouve à l'hôpital. Autre chose, je crois, mais je ne suis plus très bien dans le coup, mais je crois que les gardes ne sont plus obligatoires pour les médecins généralistes. Un médecin généraliste peut très bien décider de ne pas faire de garde. Moi, je suis un peu un dinosaure, mais à l'époque, on n'avait pas le choix. Quand on était médecin, on était de garde.
à l'occasion. Ça fait partie du jeu. Quand on fait ce métier, on sait qu'on va être de garde. Et c'est normal qu'on traite à 3 heures du matin la colique néphrétique, l'édème du poumon, la luxation d'épaule, sans envoyer tout le monde à l'hôpital pour des réalités qu'on peut très bien prendre en charge dans un cabinet médical, comme ça se pratiquait auparavant. Merci, on va peut-être passer sur une première série de questions. Merci. Donc, moi je suis Lévi Ferro, je suis infirmier à l'hôpital de Chambéry. Et on est ici avec mes camarades pour représenter le syndicat CGT. On a été invité du coup par les organisateurs. Donc nous on y est en plein dedans, dans les urgences, dans l'hôpital. Moi j'ai travaillé dans un service qui s'appelle l'UPU, donc Unité Post-Urgence. Lisa qui est avec moi, qui est infirmière aussi, elle est aux urgences gynécologiques. Bastien qui est là, qui est infirmier aussi, travaille au SAMU et donc aux urgences de Chambéry. Et Ivan qui représente le CHS de Bassin. Donc merci aux 3 intervenants, puisque vous avez évoqué des points qui sont vraiment essentiels. Alors c'est rigolo que vous fassiez le parallèle, M. Déné, avec le fait que vous vous présentez comme un militant ouvrier, parce que dans notre syndicat, on a fait un débat il y a pas très longtemps sur la lutte des classes à l'hôpital, et sur ce glissement qu'il y a eu à un moment donné. Il y avait vraiment une distinction de classe entre les médecins et le paramédical, et aujourd'hui il y a une nouvelle classe qui est apparue, la classe des gestionnaires, et qui remet les médecins dans le camp des ouvriers, dans le camp de ceux qui sont exploités, qui sont les victimes finalement de ce système, dans le même camp que les infirmiers, les soignants, les ouvriers. Et puis merci aussi de parler du financement, merci de faire part à la prévention, parce que en fait ce qui est important, là aujourd'hui vous voulez mettre le focus sur les urgences, mais la santé c'est un système, les urgences ne fonctionnent pas sans tout ce qu'il y a autour. Les urgences ne fonctionnent pas sans tout le système libéral des médecins de campagne, comme disait monsieur, qui vont faire un grand rôle en amont. Et les urgences ne fonctionnent pas sans tout ce qu'il y a après, tous les services de soins, tous les services de ce qu'on appelait avant les SSR, donc la rééducation qui s'appelle aujourd'hui les SMR, parce que quand on ne peut pas changer le problème, on change le nom. Et puis évidemment, après pour le grand âge, les EHPAD, l'accueil des personnes dépendantes, et finalement aussi tout ce qui va être de l'hôpital de jour en ville, la psychiatrie, le CMP. Et c'est pareil, M. Coulomb, vous avez voulu ne pas trop écarter le débat des urgences en excluant la psychiatrie. Et ben moi je voudrais la remettre parce que en fait les urgences de l'hôpital de Chambéry par exemple, mais de tous les hôpitaux de France, ne peuvent pas fonctionner sans un lien permanent avec la psychiatrie. Et on voit bien, donc mon service, l'unité post-urgence, c'est quelque chose qui est assez récent, c'est des services qui n'existaient pas, qui ont été inventés pour trouver une solution temporaire à ce flux que vous évoquiez, madame, de patients qui stagnent aux urgences et que ce n'est pas satisfaisant. Donc comment est-ce qu'on fait? Donc on a créé ces espèces d'unités polyvalentes qui n'ont pas vraiment de fonction autre que absorber le flux des patients des urgences avant de les redispatcher dans les services spécialisés, dans le lieu le plus adapté. Ça ne fonctionne pas puisqu'ils sont saturés aussi, ces services-là. Et dans mon service, il y a 5 lits, il y en avait 10 avant, il y en a 5 aujourd'hui qui sont dédiés à la psychiatrie. Parce que, en fait, on soigne des individus, on ne soigne pas des pathologies. On soigne des gens qui sont dans un ensemble, et qu'un patient qui est atteint d'une névrose peut très bien aussi avoir une pathologie somatique, et inversement, un patient qui se présente pour un cancer, et bien évidemment, ne peut pas faire autrement que prendre en charge aussi toute la sphère psychiatrique. Donc on a besoin d'être dans cet ensemble, dans cette unité, et on ne peut pas parler des urgences sans parler d'un tout, en fait. Donc ça, c'est pour moi qui est important qu'on puisse remettre ça au cœur du débat, l'idée que c'est un système de santé qu'il faut réfléchir, pas un service en particulier. Voilà. Alors, je comprends bien qu'il faut prendre par un petit bout de la lorgnette, et les urgences, on le sait bien, nous, à l'hôpital, c'est la vitrine de l'hôpital, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Comme vous le disiez, M. Coulomb, c'est là où les gens ont plus à faire. La plupart des gens, on pourrait faire le questionnaire qui a déjà été une fois pour soi ou sa famille en lien avec les urgences. Toute la salle d'appel, j'en suis sûr. Alors que le service de cardiologie, on n'y est pas tout. Voilà, donc vraiment important. Donc pour répondre à votre question qui a été posée, comment on fait pour avoir 2 heures aux urgences? Eh bien déjà, on a mis un peu le doigt. Alors le mot n'est pas sorti, mais moi j'aimerais bien l'évoquer avec vous, c'est la gouvernance. On en a parlé un petit peu sur la façon dont l'hôpital est financé, dirigé, etc. Pour moi, l'hôpital, il y a un peu 3 ordres. Il y a les médecins, les gestionnaires, je les qualifie comme ça, vous comprenez les directeurs d'hôpitaux, l'ARS, et tout le reste, le paramédical, les ouvriers.
Donc ces 3 heures, ils ont chacun leur rôle et qu'ils fonctionnent ensemble. Et aujourd'hui... Ah non, je suis désolé, je fais des choses. Donc, ces 3 ordres, ils doivent fonctionner ensemble parce qu'ils ont chacun leur rôle. Le gestionnaire, il doit apporter toute cette gestion financière que le soignant ne peut pas faire au quotidien, mais au service du soin. Les médecins, ils ont leur spécialité, et vous parliez de leur indépendance, et donc ils doivent le faire en indépendance des 2 autres ordres, mais tout ce qui est du quotidien, du soin en patient direct, tout ce qui est de la logistique, ça, c'est ce que j'appelle le 3e ordre, c'est nous, c'est paramédical, c'est les ouvriers, c'est la blanchisserie, c'est toute cette organisation-là qui a complètement son mot à dire sur comment on fait fonctionner un hôpital, et puis au-delà de ça, finalement, comment on fait fonctionner le système de santé. Et donc là, on en vient à ces pouvoirs qui ont été transférés, parce qu'on parle aujourd'hui donc, de la gouvernance de l'hôpital par les gestionnaires, par l'ARS. À un moment donné, il y avait ce qu'on appelait les mandarins, donc c'était le pouvoir des médecins, qui aussi avait ses limites et ses dérives. Et nous, donc les représentants syndicaux, on est les représentants de ce 3e ordre, et on est aussi de plus en plus privés de notre pouvoir de décision au sein de l'hôpital. Mais bon, c'est un peu général. Et donc je pense qu'il y a aussi une façon de se dire, ces 3 ordres, ils doivent avoir un objectif, et c'est la question qu'on peut se poser, plutôt que de se dire, est-ce que ces 2 heures, 3 heures, la bonne prise en charge d'un patient aux urgences, c'est plutôt, c'est quoi l'objectif d'un hôpital? C'est quoi son rôle? C'est quoi le service public de la santé en France? Un hôpital, est-ce que c'est la direction qu'on a aujourd'hui, en tout cas à nos directions, et il ne doit pas perdre trop d'argent, voire il doit faire des économies, ou est-ce que c'est un service qu'on rend à la population, peu importe la population, elle doit avoir une équité sur tout le territoire? C'était quand même ça l'état d'esprit de 1945, de dire que chacun doit avoir accès de manière équitable à la santé sur tout le territoire français et de la meilleure qualité qui soit. Et donc, on voit bien avec la tarification à l'acte, on a complètement dénaturé cette idée-là, puisque on ne réfléchit plus en ce que l'hôpital doit apporter à la population, mais on réfléchit en ce qu'il a déjà fait, donc ce qu'il pourrait faire l'année prochaine, peut-être moins, peut-être plus, on verra. Et donc du coup, évidemment que cette vision de la tarification à l'acte, de dire on va chiffrer ce que ça peut représenter, de faire une prise de sang, de faire une chirurgie, et puis du coup, en fonction de ça, on va donner de l'argent, ça ne répond pas du tout à ce besoin qui va être variable, de dire, voilà, sur tel bassin de population, on va avoir tel nombre de pathologies chroniques, on va avoir des risques particuliers, on parlait de l'environnement, ça touche complètement ça. Aujourd'hui, nous, on a un territoire montagneux, on a des risques qui sont particuliers, on a une saisonnalité, l'hiver, il y a plus d'accidents avec le ski, en été aussi, enfin voilà, il va y avoir des choses comme ça. Et ça ne rentre pas du tout en compte dans la gestion de l'hôpital, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut porter dans l'idée de comment est-ce qu'on fait pour avoir la meilleure qualité possible, 2 heures aux urgences, et bien c'est déjà de réfléchir dans cet objectif-là. Et puis la dernière chose que je voulais évoquer, parce que j'ai déjà pas mal monopolisé la parole, mais c'est ce que vous avez dit au mois dernier, monsieur, c'est avant d'arriver à l'hôpital, avant il y a plein de choses à faire et qu'on ne fait pas, c'est la prévention, c'est l'éducation à la santé. En France, les gens vont à l'hôpital, et on entend souvent d'ailleurs dans les critiques de tous ces gens idiots qui vont aux urgences, qui les saturent, ils vont pour un rien. Mais si on leur dit jamais pourquoi il faut aller à l'hôpital, comment est-ce qu'on fait pour soigner, si jamais il y a un moment donné, on fait cette éducation pour dire, ben voilà, en fait finalement avoir de la fièvre à 38, c'est pas très grave. On peut rester chez soi, on n'a pas forcément besoin de consulter 15 spécialistes. Si finalement, quand on se fait une entorse, il y a ça comme ça de signes de gravité qui font dire, ah là on peut aller à l'hôpital, avant on peut avoir d'autres solutions, et ben on ne peut pas reprocher à la population d'aller vers le lieu le plus accueillant qui soit, les urgences, pour essayer de trouver une réponse. Juste une réponse, pas forcément un soin. Donc il y a déjà tout ce travail-là qui n'est jamais fait, qui n'est jamais pris en compte, en tout cas dans les politiques publiques depuis, alors on parle de 30-40 ans, c'est rigolo, parce que c'est notre génération, on a 30-40 ans, donc voilà, on est dedans depuis toujours. Donc il y a ça, la prévention, donc on parle, voilà, l'identification des risques et des facteurs environnementaux, et la prévention, nous on le voit bien puisqu'on fait partie de la prévention des risques à l'hôpital. Il y a la prévention primaire, celle qui dit on identifie le danger, les pesticides, on supprime le problème. La secondaire qui dit bon, il y a le danger, on ne peut pas l'éviter, comment est-ce qu'on fait pour qu'on y soit le moins exposé? Et il y a celle qu'on fait aujourd'hui, il y a le danger, on est exposé, il y a un problème, on va essayer de résoudre le problème pas trop mal. Et évidemment, si on commence dès le début, forcément l'hôpital, il a moins besoin de travailler si les gens sont pas malades. Donc voilà, on a tout ça à mettre en œuvre, et je trouve que c'est important de rappeler ça dans le débat, qu'on ne peut pas se pointer juste sur les urgences et la question de comment est-ce qu'on fait pour que on peut rajouter 40 soignants. S'il n'y a personne pour les soigner après et pour prendre les gens en charge avant, on sera toujours sur un temps d'attente de 8 heures. Donc il y a toute cette question-là. Et la question de fermer les lits, ouvrir les lits, il y a l'attractivité de ces métiers de l'hôpital, on le voit bien, on a de plus en plus de burn-out.
une petite statistique qui est intéressante, je trouve. Hein. Nous, quand on a fait nos études il y a 15 ans, on nous disait, dans nos études infirmières, voilà, l'espérance de vie professionnelle d'une infirmière, c'est entre 7 et 10 ans. Donc une infirmière, elle a son diplôme, elle travaille 7 ou 10 ans, et puis elle va faire autre chose, ou elle va en libéral, ou elle se réinvente. Aujourd'hui, c'est 3 ans. Donc les jeunes femmes, elles font 3 ans d'études, elles travaillent 3 ans, et elles n'en peuvent plus, elles font autre chose. Et là, il y a quand même quelque chose qui est assez dramatique, parce que non seulement, ça veut dire qu'on va se retrouver avec des hôpitaux avec des gens inexpérimentés, qui vont se remplacer eux-mêmes, et donc ça, cette perte de compétences, elle est dramatique. Et en plus, forcément, on voit bien la limite de tout ça, c'est-à-dire que s'il faut remplacer tout l'effectif au bout de 3 ans, voilà, à un moment donné, ça va s'effondrer. Donc est-ce qu'il y a une volonté politique derrière d'en arriver là? Ça, je vous laisserai juge, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses à faire pour qu'on change le braquet assez radicalement. Voilà.